التشاوري مع كل الأطراف. Une nouvelle édition de la rédaction, bienvenue sur Futur TV. Voici les titres de ce journal. Réunie à Paris, la communauté internationale promet de soutenir la lutte de Bagdad contre les djihadistes de l'État islamique par tous les moyens nécessaires, y compris militaires. Une coupure d'électricité majeure frappe tout le Liban en cause d'une panne technique dans la centrale de Zahlani au Liban Sud. Une équipe technique d'EDL s'active pour préparer et réparer la panne et rétablir le courant sur l'ensemble du territoire. En Ukraine, des bombardements ont fait au moins 6 morts et 15 blessés dans le bastion rebelle de Donetsk, dans l'est du pays. Il s'agit de la pire éruption de violence depuis le cessez-le-feu du 5 septembre. Et l'ouragan Odile frappe le sud de la péninsule de Basse-Californie dans l'ouest du Mexique. Au moins 26 000 touristes et 4 000 Mexicains ont été évacués. La communauté internationale réunie à Paris pour la conférence internationale sur la sécurité en Irak a promis de soutenir la lutte de Bagdad contre les djihadistes de l'État islamique par tous les moyens nécessaires, y compris militaires. Les détails dans ce reportage de Nouraël. La communauté internationale au chevet de l'Irak, c'est à Paris que sont réunis depuis ce matin les chefs de la diplomatie d'une trentaine de pays, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, ainsi qu'un fort contingent de pays du Proche et du Moyen-Orient. Objectif, se mettre d'accord sur les moyens de lutter contre l'organisation de l'État islamique. La conférence sur la paix et la sécurité en Irak s'est ouverte au Quai d'Orsay, en présence de François Hollande et de son homologue irakien. Ce mouvement terroriste s'est déployé sur tout un territoire, en Irak, en Syrie. Ce mouvement terroriste se joue des frontières et prétend même fonder un État. Telle est la menace. Elle est globale. Et il doit donc y avoir une réponse globale. Cette conférence a un seul objectif: apporter aux nouvelles autorités irakiennes le soutien politique qui leur est nécessaire pour lutter contre une menace majeure qui s'appelle Daesh et qui fait peser sur l'Irak, sur la région du Moyen-Orient et sur le monde un risque majeur. Le président irakien, Fouad Massoum, s'est lui aussi exprimé. Il souhaite une aide rapide des Occidentaux. Peut-être que l'espoir réside dans les décisions rapides et radicales contre ce terrorisme d'un genre nouveau. Nous voulons une intervention sur le plan logistique avant tout, et en particulier une intervention par des moyens militaires. Militairement, nous n'avons pas besoin de soldats qui se battent sur le terrain en Irak. Nous avons besoin d'une intervention aérienne, d'une couverture aérienne. Il est nécessaire qu'ils interviennent rapidement parce que s'ils tardent, si cette intervention et ce soutien à l'Irak tardent, peut-être que Daesh va occuper d'autres territoires et leur menace sera plus grande. Les pays présents vont se répartir les rôles dans la grande coalition internationale voulue par Washington. Les États-Unis, qui mènent déjà des frappes depuis plus d'un mois, entendent prendre la tête des actions militaires. La France, elle, effectue dès ce lundi ses premiers vols de reconnaissance au-dessus du territoire irakien. Les premiers rafales ont décollé dans la matinée de la base française d'Ad-Dafra à Abu Dhabi, où le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, s'est rendu tôt ce matin. D'autres États, une quarantaine selon Washington, participeraient d'une manière différente. Cette conférence vise à définir les rôles militaires, financiers, de renseignement de chaque pays de la coalition, avec des objectifs politiques bien entendu, mais surtout sécuritaires et humanitaires, alors que la crise a déjà fait 1,8 million de déplacés. Le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, a tenu à souligner la nécessité de faire reculer et de faire disparaître à long terme l'organisation terroriste qui n'est ni un État ni représentative de l'islam. L'Iran, qui n'a pas été invité à la conférence de Paris, a rejeté ce lundi une demande de coopération des États-Unis contre l'État islamique. Une déclaration du guide suprême iranien à la sortie de l'hôpital où il a été opéré de la prostate. L'ayatollah Ali Khamenei dit avoir refusé la demande américaine car selon lui, Washington a les mains souillées. Selon le guide suprême, les États-Unis cherchent un prétexte pour mener des raids en Syrie et en Irak comme ils le font au Pakistan sans une autorisation gouvernementale.
La Russie apportera une contribution à la lutte internationale contre l'État islamique. Une déclaration de Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Le Sergueï Lavrov, donc, aujourd'hui, qui précise que l'initiative du Kremlin a un objectif plus large, la préparation d'une analyse en profondeur de cette situation. La contribution de Moscou sera destinée à soutenir le gouvernement irakien dans sa lutte contre les terroristes et pour assurer la sécurité de l'État. Moscou avait déjà annoncé en juillet avoir commencé la livraison d'hélicoptères de combat et d'avions de chasse à l'Irak. Les forces spéciales syriennes ont détruit ce lundi un pont sur l'Euphrate utilisé par les combattants de l'État islamique pour acheminer des armes vers les territoires qu'ils contrôlent dans l'est du pays. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ce pont revêtait une importance stratégique pour l'État islamique car il était la seule voie d'accès au quartier de la ville contrôlé par les djihadistes. L'État islamique a pris en juillet le contrôle de la majeure partie de la province de Deir ez-Zor à la faveur de succès contre d'autres groupes rebelles, remportés notamment grâce à des armements saisis en Irak et acheminés en Syrie. Des quartiers de Deir ez-Zor, dont l'aéroport, sont toujours aux mains du régime de Bachar el-Assad. Le régime syrien mène une campagne de bombardement aérien contre l'État islamique qui a proclamé un califat sur les territoires dont il s'est emparé en Syrie et en Irak. Une coupure d'électricité majeure a frappé tout le Liban ce lundi. La coupure a débuté à 9h20 local et le courant est revenu à Beyrouth notamment vers 14h30. Une source au sein de l'électricité du Liban a précisé que la coupure était due à une panne technique dans la centrale de Zahrani, c'est au Liban Sud. Une équipe technique est donc à l'œuvre pour réparer la panne et le courant pourrait ne pas être rétabli sur l'ensemble du territoire libanais avant la fin de la journée. Le président directeur général d'EDL, Kamal Hayek, a précisé que le problème n'était pas lié à la grève des journaliers. Le Liban souffre depuis le début de la guerre libanaise de coupures de courant chronique, mais ce rationnement s'est aggravé ces derniers mois en raison d'un bras de fer persistant entre EDL et les journaliers et contractuels donc, de l'office. Le Premier ministre Tamam Salam de retour au Grand Sérail à Beyrouth après une visite de quelques heures hier à Doha. Objectif, solliciter officiellement l'intervention du Qatar pour un règlement du dossier des militaires et des policiers libanais détenus par l'État islamique. Le chef du gouvernement était accompagné des ministres de l'Intérieur Nohad Machnouk, du Travail Sejan Azi, de la Culture Roni Areji, des Travaux publics et des Transports Aziz Zraiter, ainsi que du directeur de la Sûreté générale, le général Abbas Ibrahim. Il est difficile d'obtenir du chef du gouvernement la moindre indication sur les négociations qui devraient aboutir à la libération des soldats otages des djihadistes. Et pour cause, elles sont délicates et pour qu'elles réussissent, il faut impérativement qu'elles restent secrètes. Dixit Tamam Salam qui a notamment rencontré Wael Abou Faour, vous le voyez à l'écran, et la députée Baya Hariri. Restez des nôtres au retour de la pause en Centrafrique. La MINUSCA prend ce lundi le relais de la force africaine. Retour sur le plateau de l'info. En Ukraine, des bombardements ont fait au moins 6 morts et 15 blessés dans le bastion rebelle de Donetsk, dans l'est du pays. Il s'agit de la pire éruption de violence depuis qu'un cessez-le-feu est intervenu entre les rebelles pro-russes et les soldats ukrainiens le 5 septembre. Un dirigeant des séparatistes a déclaré ce lundi douter de l'utilité de la poursuite des négociations de paix avec Kiev, déplorant la poursuite des tirs contre les localités pro-russes. Kiev et les Occidentaux accusent la Russie de jouer un rôle actif auprès de la rébellion par l'envoi d'armes et de soldats, ce que Moscou dément. La crise en Ukraine, qui a déjà fait près de 2700 morts, a figuré au menu d'une réunion des ministres des Affaires étrangères russes, français et allemands ce lundi à Paris. Près de la moitié des vols Air France, justement en France, donc, étaient cloués au sol ce lundi matin, au premier jour d'une grève des pilotes qui pourrait durer. Les pilotes d'Air France sont opposés au développement de Transavia, la filiale à Bakou du groupe. Selon le syndicat majoritaire, la grève pourrait durer toute la semaine. Les négociations ont repris ce matin. Les syndicats menacent Air France d'une paralysie quasi complète avant la fin de la semaine. Les personnels au sol se disent, eux, exaspérés par des pilotes corporatistes qui ne veulent pas participer aux efforts de redressement de l'entreprise.
Et en bref, dans le reste de l'actualité en Centrafrique, la MINUSCA prend ce lundi le relais de la force africaine déployée depuis décembre. Une dizaine de missions se sont succédées pour essayer d'apporter la paix au pays. Les Centrafricains sont partagés entre l'envie de croire à l'intérêt de cette nouvelle mission et la lassitude après tant d'années d'intervention. Les autorités de transition, elles, saluent l'arrivée de la nouvelle force onusienne. Le pouvoir a des soucis liés notamment aux agissements des ex-rebelles de la Séléka et des bandes armées. L'ouragan Odile, avec des vents dépassant les 200 km/h, a frappé le sud de la péninsule de Basse-Californie dans l'ouest du Mexique, obligeant les autorités à évacuer des milliers de résidents. Au moins 26 000 touristes et 4 000 Mexicains se trouvaient dans cette région désertique aux stations balnéaires UP. Des pluies abondantes accompagnées de violentes rafales devraient persister jusqu'à mardi dans la région. 800 marins seraient en réserve. Hillary Clinton fait son grand retour dans l'Iowa, 6 ans après sa défaite en 2008 contre Obama lors du caucus démocrate. L'ex-secrétaire d'État a profité du steak fry, ce traditionnel rendez-vous des militants démocrates de l'État du Midwest, pour relancer les rumeurs de sa candidature à la présidentielle, sans pour autant l'affirmer. L'ancien président Bill Clinton était aussi présent lors de cette journée, vous le voyez, un rendez-vous obligatoire depuis des années pour les prétendants démocrates à la présidence. Si quelqu'un doutait de la supériorité du basketball américain, l'équipe des États-Unis version 2014 a rappelé que ce sport était né dans le Massachusetts. Le Team USA a été sacré champion du monde au terme d'un tournoi archi-dominé ce week-end à Madrid. La sélection américaine a laminé son homologue serbe en finale de la Coupe du Monde 2014, malgré l'absence de ses meilleurs joueurs, LeBron James, Kevin Durant ou Carmelo Anthony. Le score final, 129-92. Pour la première fois, les États-Unis réussissent le doublé médaille d'or olympique, titre de champion du monde. S'ils n'y étaient pas arrivés auparavant, c'est parce qu'ils avaient parfois envoyé des équipes de seconde zone au championnat du monde. La table la plus pratique du monde, baptisée Fletcher Caston Table, c'est une réelle œuvre d'art conçue par le Fletcher Burwell Taylor, un fabricant de meubles au Royaume-Uni. Elle est dotée d'un délicat mécanisme pour optimiser sa taille. Cette table fabriquée dans des bois d'acajou brésiliens, de noyer européen et de plusieurs autres matériaux exotiques, eh bien, elle est capable de passer de 2 mètres à 3 mètres d'envergure en exerçant sur elle-même une rotation de 120 degrés. Cette opération permet de déployer des couches intermédiaires jusque-là cachées dans le meuble. Eh bien, son prix, entre 50 000 et 70 000 $ selon les modèles. Itomba Meitei est entré dans la légende du Guinness Book. Il possède une force phénoménale, vous allez le voir, avec ses mains et plus précisément ses doigts. Et cet Indien parvient à réaliser 16 tractions en 30 secondes uniquement avec l'aide de ses 2 petits doigts. Il s'agit d'un nouveau record du monde. And fully extends his arms on the way down, which you can see he did. Weighing just 112 pounds, that's about 51 kilos, Maibaum pulled himself up repeatedly. Fin de ce journal, le rappel des titres. Réunie à Paris, la communauté internationale promet de soutenir la lutte de Bagdad contre l'État islamique par tous les moyens nécessaires, y compris militaires. Une coupure d'électricité majeure frappe tout le Liban en cause d'une panne technique dans la centrale de Zahrani au Liban Sud. Une équipe de DL s'active pour réparer la panne et rétablir le courant sur l'ensemble du territoire. En Ukraine, des bombardements ont fait au moins 6 morts et 15 blessés dans le bastion rebelle de Donetsk dans l'est du pays. Il s'agit de la pire éruption de violence depuis le cessez-le-feu du 5 septembre. Et l'ouragan Odile frappe le sud de la péninsule de Basse-Californie dans l'ouest du Mexique. Au moins 26 000 touristes et 4 000 Mexicains ont été évacués. Excellente suite de programmes sur notre antenne. À demain. للتشاور مع كل الأطراف